www.fmliberté.com. Si Diafa Koli nous chantait Mon pays va mal et la Côte d'Ivoire va mal, c'est une chanson qui date de la fin des années 90. Est-ce que la Côte d'Ivoire se porte toujours mal? Quelle est la situation dans ce pays maintenant? Nous allons y débattre avec Dr Doumbia Major. Messieurs et dames, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez actuellement. Erika Lovor à la technique, je suis Bill Emile Davolk au micro. Nous sommes en direct sur FM Liberté, la radio de la diaspora africaine, émettant depuis Chicago, la Côte d'Ivoire qui traverse des moments de turbulence, la Côte d'Ivoire qui s'apaise, la Côte d'Ivoire qui est toujours un pays incertain. Doumbia Major, bonsoir. Oui, monsieur, bonsoir. Et voilà, vous êtes un homme politique ivoirien, auteur du livre Le Manifeste pour l'Afrique, président du Congrès panafricain pour le renouveau. Selon vous, comment se porte la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Comme vous l'avez dit vous-même, la Côte d'Ivoire se porte mal. Oui, de mon point de vue, la Côte d'Ivoire se porte très mal parce que la Côte d'Ivoire vient de sortir d'une guerre, une guerre qui a fait plus de 3000 morts selon les rapports de la commission d'enquête mise en place par le président Ouattara. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas sortis encore des conditions qui ont créé la guerre. C'est-à-dire le pays est toujours divisé sur le plan ethnique. Il y a un renforcement de cette division du pays par les discours. Il y a que la situation économique, elle n'est pas non plus réduisante. Il y a que nous avons des discriminations et le népotisme qui est en train de s'ériger en pratique de normalité dans un contexte de mauvaise gouvernance généralisée. Et donc, avec ce tableau succinct que je peins, on ne peut pas affirmer que ce pays va bien, il va mal. Si la Côte d'Ivoire ne va pas bien, si la Côte d'Ivoire tente de se mettre debout après ces années sombres, son président Alassane Dramane Ouattara est quant à lui convalescent suite à son opération chirurgicale à Paris. Pensez-vous que Ouattara est toujours au point physiquement pour diriger la Côte d'Ivoire? Vous savez, le président Ouattara est tombé malade comme tout citoyen, tout humain peut tomber malade. Et d'ailleurs, tomber malade, souvent, c'est une bonne chose parce que ça nous permet d'apprécier les moments de bonne santé. Voyez-vous? Et donc, la maladie n'est pas la fin du monde. Mais il est clair que notre constitution de Côte d'Ivoire prévoit que le président doit être en bonne santé. Et d'ailleurs, les accords de Marcoussis que le président Ouattara a signés, disent que le président de la République doit produire un bulletin de santé annuel. Et nous espérons que le président Ouattara respectera cet engagement signé par son parti et qu'il pourra produire un bulletin de santé annuel pour lever tous les doutes et les rumeurs qui circulent sur son état de santé. Nous autres jugeons les actes des politiques, nous n'entrons pas dans leur vie privée. La santé est à la lisière du privé et du public dans ces points président de la République. S'il est malade, nous nous conseillons de se soigner pour faire face aux défis qui sont les défis de développement actuel, la misère grandissante, l'université qui est très malade aussi, et nous attendons des solutions et des thérapies à ces problèmes que les Ivoiriens ont, et qu'ils se soignent donc pour faire face à ces problèmes. L'autre problème auquel fait face Alassane Ouattara est la gestion de la Côte d'Ivoire. Certains ONG
dénonce la corruption au sommet de l'État, notamment l'attribution des marchés et la signature des contrats de gré à gré, ainsi que le tribalisme qui est érigé en mode de gouvernance. Comment jugez-vous la présidence de Ouattara? Nous disons que nous-mêmes avons pris position pour que Ouattara accède au pouvoir. Nous sommes engagés dans le sens espérant une alternative positive, un changement positif. Mais au jour d'aujourd'hui, la déception est très grande chez nous et c'est une chose qu'on raconte chez la majorité des Ivoiriens aujourd'hui. Vous savez, il est inadmissible et vraiment ahurissant de voir que le président Ouattara, dont nous avions une image de personne qui est rompue aux méthodes et aux façons de faire dans les pays occidentaux, viennent se comporter aujourd'hui comme l'un des pires dictateurs qu'on peut rencontrer dans les républiques bananières. Voyez-vous, et là je veux par exemple mettre l'accent sur un problème qui est la nomination de son frère comme comptable à la présidence pour gérer le budget de souveraineté et le programme présidentiel d'urgence. Et dans le même temps, ce même frère comptable est désigné comme ministre sans portefeuille avec traitement de ministre. Voyez-vous, non seulement il y a ce que nous appelons un mélange de gens qui est inacceptable venant de Ouattara, qui lui-même s'était élevé contre le népotisme dans une vidéo que nous avons encore lors de sa campagne, qui s'insurgeait contre les passe-droits, les affairismes, qui aujourd'hui se comportent de la sorte. Voyez-vous, nous sommes dessus et nous attendons de lui un changement dans son comportement, dans son attitude. Voyez-vous, nous ne pouvons pas accepter que la corruption soit érigée en mode de gouvernement aujourd'hui dans notre pays, avec des ministres tels que Kaba Nialé, n'est-ce pas, qui est cité dans des affaires de corruption de journalistes. Nous ne pouvons pas accepter que M. Ouattara garde comme ministre des dames comme Anne Oulouto, qui sont citées dans des affaires de fraude sur les passations des marchés publics. Je vais citer l'affaire Saparem Brunsol, où un marché a attribué à une société de M. Bektogo qui n'a même pas 2 mois d'existence. Voyez-vous, et ce comportement de délinquant a été dénoncé par la Direction générale des marchés publics. Nous attendions de Ouattara qu'il en tire les conséquences et se sépare de cette dame et de M. Bektogo. Mais ça n'a pas été le cas. Lorsque vous observez, par exemple, Kandia Tamara avec les affaires CELPED, où il y a encore des passations des marchés de gré à gré, sur des inscriptions en ligne, voyez-vous, du regard des pays occidentaux, quand on dit que des étudiants ou des élèves payent pour faire une inscription en ligne, vous voyez que c'est ahurissant, où l'État devient un État voleur et il y a des marchés qu'on se passe entre amis. Voyez-vous, tout ça n'est pas acceptable. Aujourd'hui, j'ai pointé le doigt depuis un certain temps sur ces affaires, des affaires comme l'affaire Webfontaine, où M. Ouattara fait attribuer un marché à son beau-fils. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Aujourd'hui, Bénédicte Singer, qui est l'époux de la fille de M. Ouattara, Fanta Catherine Ouattara, qui gère la société Webfontaine, qui a été arrachée carrément à Bivac, qui avait la concession sur ce marché du port autonome. Voyez-vous, ce sont des pratiques qui ne peuvent pas être acceptées venant de nous, qui, pour nous qui avons mis beaucoup d'espoir en Ouattara, qui le voyons comme quelqu'un
qui allait apporter le changement. Voyez-vous, nos espoirs sont déçus. Bictogo, Adama Bictogo, qui a été cité dans des affaires de détournement d'indemnité, des fonds d'indemnisation pour les victimes des déchets toxiques. Quand vous voyez que on fait procurer ce monsieur aujourd'hui par la grande chancelière de Côte d'Ivoire, quand vous voyez que ce monsieur continue d'avoir des contrats tels que le contrat des visas pour l'aéroport et d'autres contrats, mais vous vous dites, mais écoutez, M. Ouattara, vous n'êtes pas mieux que ceux qui ont envoyé les déchets toxiques pour tuer les Ivoiriens à partir du moment où vous collaborez et vous valorisez quelqu'un qui est impliqué dans les détournements de fonds d'indemnisation pour les victimes des déchets toxiques. Donc, voyez-vous, cher monsieur, nous disons qu'il y a beaucoup à faire. Le pays aujourd'hui est très très mal géré. Et le clientélisme a pris le pas. On est tombé dans du populisme. On manipule les populations avec un discours tribal. Et vous avez parlé tout à l'heure de la santé du président Ouattara. Donc vous avez vu tout le cinéma qui a été fait autour de cette santé, où, où on a caché même le président Ouattara. On a caché le président Ouattara pour laisser l'émoi, pour laisser la compassion gagner le peuple, pour laisser les rumeurs enfler. Et une fois que ces rumeurs ont été enflées, entretenues, et je vais venir dessus tout à l'heure, on s'est saisi de ces rumeurs pour le présenter comme quelqu'un qui avait survécu à la mort pour organiser un retour triomphal en manipulant les populations avec un discours qui est de dire il faut aller humilier les ennemis de Ouattara qui ont souhaité sa mort. Voyez-vous, on est dans la victimisation, on est dans le discours victimaire, on est dans du populisme. Et pour nous, c'est pas digne de quelqu'un qui est supposé être un rationaliste qui, au niveau de la gestion des affaires publiques, venant de quelqu'un qui se réclame libéral, qui aujourd'hui tombe dans les marchés de gré à gré. Vous voyez que l'une des règles fondamentales du libéralisme, c'est-à-dire l'égalité des chances, est faussée. Voyez-vous, et si les acteurs sociaux et les entrepreneurs n'ont pas une égalité de chances, mais vous êtes dans quel libéralisme? Donc, vous voyez, le président Ouattara, c'est toutes ces contradictions, c'est tous ces réunions qui nous amènent à dire aujourd'hui que, écoutez, les espoirs sont déçus et que si ils ne changent pas radicalement au jour d'aujourd'hui, écoutez, son discours sur l'émergence restera un vain mot. La déception s'étend également sur le plan judiciaire. Comme vous l'avez dit entre-temps, beaucoup de proches du président Ouattara cités dans des affaires de corruption, de détournement de fonds ne sont nullement inquiétés, ainsi que ceux dont les noms figurent parmi la liste des violateurs des droits de l'homme dans les rapports de Human Rights Watch et d'Amnesty International. Quel regard avez-vous sur la justice ivoirienne aujourd'hui? Disons que cela est totalement décevant de la part du président Ouattara. Ça aurait été son prédécesseur que nous avons combattu, Laurent Gbagbo, qui aurait fait ça, on le traiterait de personnes infréquentables. Voyez-vous, pour nous qui sommes en Occident et autres, la parole est sacrée. L'Occident a été construit sur la base du respect de la signature, sur la base du respect de la parole donnée. Quand le président Ouattara, sur TV5, se mêle pour dire qu'il n'y aura pas d'impunité en Côte d'Ivoire et que sous son régime, les criminels de tous bords seront punis. Quand, au niveau de la France, il arrive et que sur une chaîne de grande audience comme TF1, en présence de Laurent Ferrari, il dit, et nous avons les vidéos, qu'il n'y aura pas d'impunité en Côte d'Ivoire, que ce soit dans son camp ou dans le camp de ses adversaires. Et qu'aujourd'hui, on le retrouve timoré et inactif face à l'impunité venant de son camp.
nous disons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, soit il est tenu par des individus et donc il a un pouvoir fantoche, ou bien il est complice de certains individus qui aujourd'hui ont fait du mal aux populations, ont fait des crimes de sang, des crimes économiques qui narguent leurs victimes avec la complicité passive du président Ouattara. Et ce n'est pas digne de quelqu'un qui veut gouverner, qui gouverne un État et qui laisse ce genre de choses se faire. Voyez-vous, ce pas des choses qui sont acceptables. Un homme, c'est sa parole. Un homme, ce sont ses engagements. Un homme met en adéquation sa parole avec ses actes. Mais quand vos paroles deviennent du vent, et que du vent, votre respectabilité prend un coup. Et donc, le président Ouattara, je pense, doit faire en sorte que ses engagements publics soient en adéquation avec la réalité. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a une justice qui pourrait être qualifiée d'une justice à géométrie variable. Et ce n'est pas bon pour l'image du président Ouattara qu'on le regarde comme ça. La déception est grande. Même au niveau des Occidentaux qui l'ont soutenu, quand nous nous baladons, nous sillonnons des chancelleries, on nous parle aujourd'hui du président Ouattara avec beaucoup de recul, sinon pour ne pas dire avec beaucoup de déception quant au respect de sa parole. Et il a traité, sinon on a tous traité Gbagbo à un moment donné de boulanger. Ben bon, écoutez, on n'est pas loin aussi des enfarinades avec le président Ouattara. Il a à se ressaisir. Human Rights Watch, Amnesty International et aujourd'hui la CPI a inculpé un certain nombre de personnes, a désigné un certain nombre de personnes comme des criminels, comme auteurs qui ont mis en place des escadrons infernales, des colonnes infernales qui ont tué des personnes. Il y a des personnes qui ont tué des prisonniers, à Boaké et autres. Vous ne pouvez pas laisser ces personnes-là en liberté, en train de se moquer de leurs victimes. Voyez-vous, il faut mettre fin au cycle de l'impunité. Et sur ça, nous attendons beaucoup de Ouattara. En lieu et place de cela, on constate qu'il participe à grader, il participe à donner une prime sociale à certains criminels qui sont nommés préfets, qui sont nommés et qui continuent de piller les richesses publiques du pays. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. On attend mieux du président Ouattara. On attend qu'il respecte ses engagements publics. FM Liberté, l'esprit du patriote. Merci à Eric. Alors, nous avons retrouvé Dr Doumbia Major pour la suite de cet entretien. Monsieur Doumbia Major, le sujet qui défraie la chronique en Côte d'Ivoire, c'est la publication de ces photos de Charles Blé Goudé. On le voit dans un état dérisoire, torse nu, Bible à la main. Et le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a rétorqué à ces publications en postant sur sa page Facebook d'autres images du leader des jeunes patriotes plutôt à l'aise, détendu, dans un appartement qui semble être sa résidence surveillée. Qui croyez-vous dans cette affaire? Qui trompe qui, comme on le dit souvent? Bon, dans cette affaire, il faut dire que Blé Goudé est supposé être entre les mains de la justice ivoirienne. À partir du moment où la police a fait son travail et l'a remis à la justice. Et donc, ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de publier des documents concernant Blé Goudé ou d'être en première ligne pour parler de Blé Goudé, normalement. Il faut connaître les limites de ses compétences. Il est aujourd'hui entre les mains de la justice et le ministre de l'Intérieur ne doit plus intervenir concernant la situation de Blé Goudé. Maintenant, concernant les photos ou les images de Blé Goudé, bon, qui croit, qui ne pas croire, vous savez, moi, comme je l'ai dit sur ma page Facebook, moi aussi, Blé Goudé, en mon sens, est entré
en Côte d'Ivoire, est revenu en Côte d'Ivoire à la suite d'un arrangement avec le ministre de l'Intérieur, qui lui-même l'a dit, qu'il était en contact avec Blé Goudé et qu'il souhaitait que ce dernier entre le plus tôt possible, parce qu'après, il y aurait le processus judiciaire. Et donc, de mon point de vue, Blé Goudé, qui n'est pas un enfant, savait pertinemment qu'il y avait un mandat d'arrêt international contre lui. Et donc, entre la CPI et la Côte d'Ivoire, il peut avoir droit à une grâce présidentielle ou un arrangement en interne. Le choix a été vite fait. Le choix c'était d'aller en Côte d'Ivoire se constituer prisonnier, quitte à après trouver des formes d'arrangement à l'intérieur du pays même pour régler la chose de façon politique. Chance qu'il ne peut pas avoir s'il se retrouve à la CPI où je ne crois pas qu'il y ait de grâce présidentielle. Maintenant, vous savez, il y a des images qui sortent de la DST. Les images sont remises à qui pour être publiées? Les images ont été remises aux mêmes journalistes qui, sans se rendre à l'hôpital, a donné les informations sur la sciatique du président de la République. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est passé par le même canal que le canal par lequel on a véhiculé les rumeurs sur la santé du président de la République. On a entretenu ces rumeurs-là pour après mettre le président de la République dans une situation de victime, dans une situation de compassion, pour mobiliser la compassion autour du président de la République, afin d'utiliser ça après à des fins politiques. C'est ce même canal-là qui a fait passer des images sur Blé Goudé. Et donc, il y a une coïncidence qui, pour nous, ne relève pas du hasard. Donc, pour vous, il y a une intention de manipulation? Pour moi, vous savez, je connais Blé Goudé, on a fait plus de 10 ans ensemble dans les cités universitaires, après dans la vie, de tous les jours. Et pour moi, on a fait près de 4 ans ou 3 ans ensemble. Bon, voyez-vous. Donc, on se connaît suffisamment. C'est un cinéaste, c'est un acteur de la dimension même de Spielberg. C'est quelqu'un qui a raté peut-être sa vocation, à mon sens. Donc, quelqu'un qui a réussi à simuler une maladie pour sortir des prisons. Quelqu'un qui, lorsque vous regardez vous-même tous ces costumes qu'il prend pour faire ses mises en scène, souvent des matelas sur la tête, voyez-vous, il y a une dimension de manipulation de la population. Je vais vous dire, c'est quelqu'un qui a très vite compris le sens des images et la symbolique. Voyez-vous, et donc, quand je vois Blé Goudé dans ces conditions-là, au moment où certains sont en train de se laisser avoir par l'émotion, moi plutôt je ris, je rigole, parce que ce n'est que de la mise en scène. Ce n'est que de la mise en scène. Que ce soit avec l'accord de son geôlier, Ahmed Bakayoko, qui était en contact avec lui et qui lui-même l'a avoué dans une de ses vidéos lors de l'arrestation de CKCK en Seine-et-Haute, qui a avoué qu'il était en contact avec Blé Goudé et qui lui a proposé de rentrer. Donc, ces arrangements ou ces mises en scène qui se font pour susciter l'émoi par ici et après, dans d'autres séquences, on envoie d'autres photos et autres, moi, je ne me laisse pas émouvoir par ça. Ce qui me dérange plutôt, c'est que Blé Goudé, dans sa mise en scène, utilise des symboles qui sont des symboles qui renforcent la division du pays. Oui, justement, l'élément marquant de ces images, c'est la Bible, oui, tout à fait. La Bible exhibée par Charles Blé Goudé rappelle donc les ficelles religieuses qu'on tente de tirer. Est-ce que vous pensez que ceci est une intention d'alimenter les divisions religieuses et ethniques qui ont pourtant été à l'origine de la guerre civile en Côte d'Ivoire? Vous savez, moi je suis d'abord psychologue et analyste des discours. Ma formation,
c'est l'analyse des discours politiques et médiatiques. Et dans l'analyse de l'image, les premières questions qu'on doit se poser, c'est qui parle? C'est Blé Goudé qui parle en tant que politique, dans un contexte, le contexte des prisonniers. Comment il parle? Il parle en se mettant en image. Quels sont les accessoires qu'il utilise pour parler? Une Bible, il se met nu alors que tout le monde voit qu'il a des vêtements qui sont juste couchés à côté de lui dans le sachet. Malheureusement pour celui qui a pris l'image et n'a pas réussi à couper ses parties. Il a deux chaussures qu'on voit, les tongs qu'on appelle chez nous les sandales. Il y a une paire de tongs, une chaussure fermée juste à côté. Il refuse de porter ces chaussures-là. Il pose avec un caleçon tout blanc dans un espace où il se présente comme un indigent ou un maltraité ou quelqu'un qui dort à même le sol avec un caleçon tout blanc, ce qui est surprenant, voyez-vous. Et donc, il y a toute une mise en scène que l'individu fait. Il parle à qui? Là, c'est la question du destinataire du message. Pourquoi toute cette mise en scène? Cette mise en scène, c'est pour passer un message à une population. Quelle est cette population? En présentant la Bible dans cette mise en scène, c'est-à-dire qu'il s'intègre à une communauté, il parle à une communauté, il revendique son appartenance à une certaine communauté qui est une communauté religieuse. Et donc, il suscite la pitié de cette communauté religieuse. Donc, il revendique être l'un des membres, donc il suscite le soutien de cette communauté religieuse. Voyez-vous, tout discours entrant dans un contexte et dans un schéma d'interdiscours, il y a un discours avant cette mise en scène qui est une mise en scène discursive, elle aussi. Voyez-vous, et donc il fait écho à un discours passé qui est le discours religieux. Et donc, voyez-vous, la chose est simple. C'est un politique qui parle. Tu connais Blé Goudé, à Yopougon où nous étions. Il n'a jamais cherché un dimanche où se trouvait l'église au nouveau quartier. Et même quand on nous a chassés de Yopougon et que nous sommes allés au campus, Blé Goudé ne sait pas où se trouve l'église dans cette zone. Mais, voyez-vous, le politique qui manipule les religieux ici, mais ceux qui ne connaissent pas l'homme en tant qu'un acteur, en tant qu'un manipulateur, peuvent se laisser avoir. Mais nous ne sommes que dans la manipulation, nous ne sommes que dans le populisme, nous ne sommes que dans le symbolique et la manipulation du symbolique. C'est un discours, c'est un message qu'il passe. Voyez-vous, en utilisant des accessoires, comme par le passé, il utilisait souvent des cannes dans un schéma ou des boubous, ou même il s'habillait en touareg et autres. Il est toujours dans ce dispositif scénographique et de mise en scène de soi. Et donc, tout ce que je dis, c'est qu'il est déplorable qu'il se soit replié vers une sorte de manipulation du tribal et de l'ethnicité et du religieux. Quand il écrit, par exemple, sur le mur Bapé en Bétré, c'est une revendication. Il aurait pu écrire Charles sur le mur en question. Mais, bon, vous voyez, donc on est dans la manipulation de l'ethnicité, on est dans la manipulation du religieux, alors que nous savons que ce sont ces choses-là qui ont déchiré la Côte d'Ivoire, parce que des politiques ont instrumentalisé l'ethnie, des politiques ont instrumentalisé le religieux pour utiliser les populations comme bétail électoral, donc moyen de conquête de pouvoir ou moyen de conservation du pouvoir, en se présentant comme des leaders tribaux qui protégeaient des communautés. En réalité, c'était du mensonge. Voilà. Donc, c'est n'est que des stratégies pour plier l'économie du pays à l'abri des populations qu'on manipule. Aujourd'hui, Blé Goudé n'est pas en prison à cause de sa religion, il n'est pas un djihadiste. Pourquoi il met la Bible ou il mettait le Coran ou un autre livre religieux comme moyen d'affirmation d'une appartenance à un groupe communautaire donné? Mais écoutez, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux et c'est en cela que je disais que ce type de personnages nous montre qu'elles n'ont pas rompu avec le discours de division, le discours clivant qui a amené ce pays dans la guerre, et c'est dommage. Mais par contre, Doumbia Major, certains estiment que la libération de Charles Blé Goudé et d'autres détenus pro-Gbagbo constituera une étape très importante
pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Êtes-vous du même avis? Ben, écoutez, il y a deux choses. Sur cette question de libération ou d'arrestation, j'ai dit ceci. Soit nous réglons la question, comme en Afrique du Sud, où ceux qui ont commis des crimes viennent reconnaître publiquement leurs crimes et on fait un travail de catharsis collectif et on répare à nouveau parce qu'il est difficile pour des gens qui ont commis des crimes politiques souvent de les reconnaître comme étant des fautes individuelles. Et bien au contraire, souvent même quand ils ont commis ces crimes ou ils ont commandité ces crimes, ils se posent comme des victimes, ils se posent comme des martyrs. C'est le cas des personnes comme les Bleu Goudé par exemple, où il est établi clairement qu'elles ont commandité des crimes pendant la crise et post-électorale, mais même avant, vous avez pu voir pour ceux qui suivent que Bleu Goudé est impliqué dans la mort d'étudiants et ce n'est pas un seul étudiant. On va citer Kwasi Hervé à la cité de Williamsville, on va citer Bakayoko Memissa à la cité de Vridi, on va citer Kinyelman, on va citer après encore des gens comme les Habib Dodo et plein d'autres personnes qui ont été tuées par ces personnes. Donc, il y a des faits établis qui montrent clairement que M. Charles Bleu Goudé n'est pas un saint, n'est pas un enfant de cœur. Et après, on a vu comment il a poussé à recruter des jeunes, des jeunes pour les incorporer dans l'armée, comment ils ont incité à un certain moment avec un discours nationaliste des jeunes à se dresser contre des gens qui étaient d'une ethnie différente. Et on a des vidéos, par exemple, de jeunes qui ont été brûlés vifs à Yopougon GESCO, voyez-vous, et en présence de la brigade anti-émeute qui a laissé faire ça, mais parce qu'il y a des hommes et des femmes leaders qui ont armé psychologiquement, qui ont armé les esprits, qui ont commis ces actes. Voyez-vous, donc on ne peut pas aujourd'hui dire que ces personnes-là sont innocentes et que, voilà, ce sont des victimes. Non. Moi-même qui vous parle, je suis un témoin vivant, une preuve vivante de leurs actes, parce que j'ai été torturé par les forces de l'ordre sous l'ordre de Bleu Goudé et des membres du SPI. Au commandement supérieur, ce que j'avais mérité, ce que j'ai vécu, encore, je dirais que les photos même de Bleu Goudé dont les gens se plaignent, c'est un hôtel à 5 étoiles comparé à ce que j'ai vécu où j'ai dormi. Voyez-vous, j'ai été trimballé dans des caniveaux à la brigade de recherche, à l'école de police. On m'a tabassé, on m'a mis des fourmis moignants, y compris sur les parties intimes. Lorsque j'ai été battu à la brigade au commandement supérieur, Bleu Goudé et d'autres membres du FPI sont venus me regarder comme une bête de foire. Et ils s'en délectaient, ils n'en riaient. Vous n'avez pas affaire à des enfants de cœur. Vous n'avez pas affaire à des enfants de cœur. Mais bon, personnellement, j'ai pardonné ces affaires-là. Mais ce que je dis, c'est que des actes ont été posés, cher monsieur. Si aujourd'hui, on décide de pardonner, parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter uniquement Bleu Goudé, il y a des criminels dans tous les camps. Voyez-vous, moi j'ai fait plus de 10 ans d'exil, parce que mes amis ont été tués, moi-même j'ai été torturé, à un moment donné je ne pouvais plus rester au pays, et il était question des vies ou des morts, mais oui, il y a des actes qui ont été posés par le camp de Bleu Goudé, il y a des actes qui ont été posés par des proches de Ouattara. Si on veut juger, il ne s'agit pas de juger uniquement un seul camp, il s'agit de mettre fin au cycle des crimes, au cycle des tortures, en jugeant les deux camps. Si on ne peut pas faire cela, alors passons à l'étape sud-africaine qui est la justice transitionnelle. C'est-à-dire, on s'assoit, on décide de ne plus poser les actes qui ont amené le pays dans cette situation de guerre. Et ces actes-là, c'est le discours tribal, c'est le discours religieux, c'est le discours de division et d'instrumentalisation
de la population. Et c'est en cela que je suis très gêné quand je vois Bleu Goudé qui, même en prison, brandit une Bible. Je me dis, ben écoutez, ces gens n'ont pas tiré l'enseignement de ce que nous avons vécu. Oui, je disais, s'ils ne sont pas des enfants de cœur, est-ce qu'ils doivent être jugés en Côte d'Ivoire ou bien transférés à la Cour pénale internationale comme la Haye réclame? Personnellement, j'avais souhaité, avant que Laurent Gbagbo ne soit transféré, j'avais souhaité que l'affaire soit réglée en Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, c'est une affaire politique, c'est pas une affaire simplement pénale ou des crimes individuels. Et derrière ces personnes, il y a des militants, même si ces militants-là sont manipulés d'une certaine façon, mais qui continuent de croire que leurs leaders sont dans la vérité. Il est difficile, même lorsqu'ils sont convaincus que ces personnes ont commis des crimes, il est difficile de se départir, de s'en éloigner. Et donc, ils continuent de les soutenir. Donc, à un moment donné, on se dit, si on veut vraiment la paix, il faut trouver une solution, pas forcément judiciarisation de tout, mais pas forcément la solution. De mon point de vue, il faut amener ces leaders-là à venir confesser leurs crimes, se repentir et qu'ils s'engagent avec les autres à éduquer ce peuple-là, à ne plus tenir des discours qui ont mené à la guerre. Maintenant, à partir du moment où Laurent Gbagbo est parti à la CPI, moi je pense qu'il y a une boîte de Pandore qui est ouverte. Parce qu'on ne peut pas laisser Laurent Gbagbo seul à la CPI et Bleu Goudé et d'autres personnes restent en Côte d'Ivoire. Mais de quelle justice on parle? Si la CPI doit trancher correctement, il faut qu'elle tranche avec les différents protagonistes impliqués dans les crimes. Voyez-vous? Donc, à partir du moment où Laurent Gbagbo se trouve là-bas, je pense qu'il faut que tout le monde puisse y aller pour tirer cette affaire au clair et que ceux qui sont innocents soient libérés. Voyez-vous? Parce que aller à la CPI ne veut pas dire qu'on sera forcément inculpé. Si moi qui suis là aujourd'hui, on me demande d'aller à la CPI, j'irai volontiers, j'irai porter mon témoignage, ou si je suis accusé de quoi que ce soit, j'irai me défendre en apportant mes preuves. Voilà, je n'aurai pas peur d'aller m'expliquer devant une justice. Voyez-vous, donc, et en plus, il y a plus de garanties de transparence dans un tribunal comme la CPI, où les juges sont soucieux de leur image, qu'un tribunal comme celui de la Côte d'Ivoire qui arrête une seule partie, soi-disant criminels, et laisse toute une partie. Voyez-vous, donc on a fait une justice en Côte d'Ivoire qui n'est pas une justice lucide, sereine et libre. Voyez-vous, de sorte que moi je pense que si on veut vraiment tirer ces affaires claires, ne serait-ce que pour l'histoire, il est mieux que ça se fasse devant une juridiction qui soit plus transparente, qui soit plus soucieuse de son image, que de le faire devant une juridiction bancale et qui est encore sous les ordres des dirigeants. Voyez-vous, hier, les Ange Ketty, procureur militaire, qui arrêtait uniquement les pro-Ouattara, le même Ange Ketty aujourd'hui ignore les pro-Ouattara, il n'arrête que les pro-Gbagbo militaires. Et la justice qui hier pourchassait que les pro-Ouattara, aujourd'hui cette justice poursuit qu'un autre camp. Ouais, moi je n'ai pas confiance en cette justice-là. Et donc je pense que c'est vraiment, bon, voyez-vous, c'est difficile, mais si on veut régler la chose de façon judiciaire, autant la faire devant une juridiction qui soit un peu rationnelle, indépendante, et la CPI serait le meilleur espace pour le faire. Maintenant, ce n'est pas l'option que moi j'ai choisie. L'option que moi j'ai choisie, c'est de dire, on a tous fauté, réglons l'affaire entre Ivoiriens, engageons-nous à ne plus faire, à ne plus commettre les actes et à ne plus inciter à la haine. Voilà l'option que j'ai choisie. Et ce n'est pas une option forcément de l'impunité, ça passe aussi par un repenti général des uns et des autres, une reconnaissance et un pardon.
des uns et des autres qui vont demander pardon à leurs victimes. Mais il faut reconnaître quand même, voyez-vous, des individus comme Ouattara qui ont mis des Kone Morel, Kone Moussa et autres en prison et qui les ont tués pendant qu'ils étaient en prison, et se promènent librement aujourd'hui. Les parents de Kone Morel aujourd'hui sont obligés de se cacher pour ne pas que celui qui a tué leur fils puisse les soupçonner de vouloir se venger et qu'il les tue à leur tour. Il y a tout ça qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? Et bon, Ouattara, il laisse faire, il a choisi une justice à géométrie variable, et je pense que c'est un peu, à mon sens, irresponsable, c'est pas un comportement d'homme d'État. Sur les réseaux sociaux, beaucoup présentent Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé comme des martyrs de l'Afrique, victimes d'impérialisme et du néocolonialisme. Sont-ils pour vous aussi des héros qui ont refusé de se plier devant la France? Non, vous savez, j'ai démontré tout à l'heure preuve avec des faits, vous pouvez aller voir sur ma page. Moi-même, quand j'ai été torturé par ces personnes, mon dos lacéré, il y a encore les photos qui sont là. Vous pouvez voir des témoignages de Mme Gbagbo qui minimise le viol des femmes à l'école de police. Donc l'école de police est placée sous les ordres directs du président de la République parce que hiérarchiquement, les policiers, Gbagbo il est le chef suprême des armées, les policiers sont sous ses ordres, y compris les militaires. Voyez-vous, et le régime de Laurent Gbagbo, on sait comment il est arrivé au pouvoir, en s'autoproclamant président au moment où il était dans un conflit avec Robert Guéhi qui lui-même disait qu'il était président. Et ça, après avoir écarté du scrutin Ouattara et Bédié et Baba Morifere et d'autres. Je prends par exemple le cas de M. Morifere. On disait entre autres qu'il n'avait pas démissionné de la fonction publique 6 mois avant l'élection et c'est pourquoi on avait rejeté sa candidature alors que ce même critère, cette même condition frappait Laurent Gbagbo qui lui avait dit à à Denis Robert que les belles élections auraient lieu en 2005, on était en l'an 2000 et donc il partait, il avait fait croire Guy Robert qui partait pour légitimer son élection, son pouvoir, et à la fin, il a trompé le monsieur, et vous avez vu ce que ça a donné. Et donc, c'était une élection illégitime avec laquelle M. Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir. Et est-ce que Laurent Gbagbo était un nationaliste africain, un panafricaniste, un anticolonialiste? Je pense que une chose est de proclamer les choses et l'autre chose c'est de pouvoir juger à partir des actes. Est-ce que un anticolonialiste qui donne des marchés de gré à gré du port par exemple à Bolloré en privant des nationaux, des entrepreneurs nationaux de ces marchés, est-ce que c'est vraiment un anticolonialiste? Est-ce que un anticolonialiste qui donne de plus de pétrole à Total dans des conditions douteuses, qui donne la construction du port, par exemple du 3e pont à Bouygues, alors que les Chinois avaient eu ce marché. Un anticolonialiste qui est dans le franc CFA, alors que ses amis disent que le franc CFA c'est l'un des derniers instruments de la colonisation de l'Afrique, et donc qui reste. Un anticolonialiste qui soutient et qui milite pour la présence de l'armée française en Afrique, est-ce que c'est vraiment un anticolonialiste? Est-ce que je vais vous dire, chers amis, c'est que Laurent Gbagbo, c'est un politique, c'est un communicant politique qui a su manipuler à un moment donné les attentes d'un certain nombre de panafricanistes qui tenaient un discours anticolonialiste. Donc, dans le discours officiel à l'endroit de ces personnes, il leur tenait un discours, c'est-à-dire il leur disait ce qu'ils voulaient entendre. Au niveau interne, il avait une politique où il disait aux Ivoiriens de l'intérieur ce qu'ils voulaient entendre. Voyez-vous, un discours nationaliste à l'intérieur,
un discours panafricaniste pour ceux qui sont à l'étranger et dans la diaspora, voyez-vous, et lui-même et son entourage, ils s'enrichissaient sur le dos du peuple, avec ce qu'on appelait les refondateurs, un homme comme son aide de camp, CKCK, qui allait acheter des voitures, des Range Rover cash aux États-Unis, sa femme qui faisait ses emplettes à Washington avec l'avion présidentiel. Et bon, pendant tout ce temps, le peuple lui-même, il était où? Il était dans la misère. Les quartiers sont sans eau potable. Les villageois, leur situation n'est pas reluisante non plus. Ils n'ont pas droit à la sécurité sociale. Ils n'ont pas droit à la couverture santé. Et donc, on tient des discours, des enfants dorment dans les rues à Abidjan. Il n'y a pas de service social. Il n'y a pas de centre d'hébergement pour les enfants qui sont dans la rue, qui dorment dehors. Vous voyez. Et donc, pour moi, le socialisme, le panafricanisme, ça commence dans les actes. Tu ne peux pas prétendre être panafricaniste et inciter d'une façon ou d'une autre, pas d'abord lui-même, mais son entourage, puisque les rôles sont bien partagés dans ce jeu d'orchestration qu'ils ont au niveau des FPI, inciter son entourage à chasser des Africains qui sont en Côte d'Ivoire, ou à tenir un discours sur des statistiques ethniques voyez-vous, et que ton parti politique demande à mettre en place, au niveau même de la Côte d'Ivoire, des audiences foraines au cours desquelles on demande à chacun d'aller dans son village pour se faire reconnaître par des villageois avant d'avoir un extrait de naissance. On a vu toutes ces questions-là, toutes ces choses en Côte d'Ivoire. Donc, ce panafricanisme-là, je pense que c'est un panafricanisme de circonstances, c'est un panafricanisme qui reste dans le discours, et donc c'est un populisme. Il donc instrumentalise des haines, il instrumentalise le panafricanisme, mais en réalité, ce ne sont pas des panafricanistes. Ce sont des individus qui sont dans le populisme. Pour moi, Laurent Gbagbo, c'est un populiste, c'est tout. Voilà, je ne le vois pas comme un panafricaniste, je le vois comme quelqu'un qui dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais dans les faits, écoutez, c'est un Togolais, un militant togolais disait, Laurent Gbagbo, c'est la France-Afrique de gauche. Il y a une France-Afrique de droite, et Laurent Gbagbo, c'est la France-Afrique de gauche, parce que tous ses amis, à commencer même par ses avocats, sont des Européens, sont des Français, voyez-vous, donc je doute fort de ce panafricanisme chez Laurent Gbagbo. Pour finir, Doumbia Major, si vous aviez Charles Blé Goudé en face de vous, à cet instant précis, que lui diriez-vous? Je lui dirais simplement, répands-toi, cher frère. Répands-toi. Ce que tu fais ou ce que tu as fait est très mauvais pour le pays, est très mauvais pour l'unité nationale. En tant que camarade, j'attendais de toi que tu aies un discours programmatique, que tu aies un discours idéologique et non un discours ethniciste, un discours de présentation des Bibles. Ça ne fait pas sérieux pour quelqu'un qui se réclame de gauche. Au niveau de la gauche, on est universaliste. Au niveau de la gauche, nous sommes pour le partage. Qu'est-ce que vous avez partagé en Côte d'Ivoire avec les masses laborieuses? Pendant que vous étiez dans le luxe et dans le lucre, vous instrumentalisez les jeunes, vous instrumentalisez les populations qui croupissaient sous la misère. Vous amenez des jeunes par le discours à des affrontements interethniques pendant que vous et votre clan pillez tranquillement les ressources de ce pays. Il faut rompre avec ce discours de haine. Il faut rompre avec ce discours de division. Il faut revenir vers les fondamentaux du socialisme que vous prenez, que vous revendiquez. Ça, ce n'est pas des pratiques d'hommes de gauche, de socialistes. C'est des pratiques de populisme. Et donc, je comprends qu'il est difficile pour eux de tenir ce discours que je tiens, qui est le discours programmatique, qui est de dire à tous les fils du pays
unissons-nous contre nos pilleurs, ceux qui pillent les ressources du pays. Parce que quand on pille soi-même les ressources du pays, quand on est soi-même pour le népotisme, quand on est soi-même pour le tribalisme, on ne peut pas demander à tous les fils de s'unir contre ceux qui pillent. Ce serait unir les fils du pays contre soi-même. Donc je comprends qu'il soit dans cette logique, dans cette idéologie, dans ce discours identitaire et tribaliste. Mais bon, pour moi, c'est au peuple de comprendre qu'il ne peut pas continuer de suivre des personnes qui les manipulent et qui les utilisent comme instrument de conquête ou de conservation du pouvoir et qui ne se soucient pas de leurs problèmes véritables. C'est valable pour le régime qui vient de partir et le régime actuel qui démontre par son népotisme criard, qui démontre par la corruption au sommet, qui démontre par la mauvaise gouvernance au quotidien qu'il n'est pas mieux que le régime Gbagbo. Donc ce que je dis pour le régime passé est valable aujourd'hui pour le régime actuel, qui lui aussi doit revoir sa façon de faire. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut rompre avec cette dynamique. Le président Ouattara doit comprendre qu'on ne peut pas privatiser l'université avec des étudiants qui doivent payer 700 000, 800 000. De quel libéralisme à visage inhumain et quel libéralisme à visage inhumain il est en train de mettre en place? C'est pas possible. Il est en train de hiérarchiser, d'instaurer une sorte d'apartheid social dans notre pays qui fonctionne avec le pouvoir de l'argent. On ne peut pas accepter ça. Nous sommes pour le changement. Aujourd'hui, nous proposons une alternative à ces discours et à ces actes. Aujourd'hui, nous nous organisons pour ça. Nous appelons le peuple à donc s'engager dans cette dynamique pour un changement qui n'a rien à voir avec cette gestion folklorique de notre pays, cette gestion rentière de notre pays, cette gestion kleptocratique, oui, de notre pays que nous n'acceptons pas. Il ne faut pas perdre espoir et tout le monde n'est pas corrompu dans le pays. Pour un corrompu, il y a aussi des hommes de conviction qui sont là et qui se battent pour que ce peuple-là puisse connaître le bonheur collectif. Voilà ce que je tenais à dire à Bleu Goudé, à Ouattara et à tous ceux qui sont membres de ce conglomérat qui aujourd'hui est à la base de la souffrance de notre peuple. Docteur Doumbia Major, ancien secrétaire général de la FECI, président du national à l'organisation. Oui, voilà. Vous êtes aussi président du Congrès panafricain pour le renouveau et auteur du livre Le Manifeste pour l'Afrique. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci de rester fidèle au programme de FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Nous émettons depuis Chicago. Était à votre compagnie depuis 14h. Eric Alover à la technique. Je suis Bill Emile Davolk. Nous vous retrouverons très prochainement pour un autre numéro. Restez scotchés sur les www.fmliberté.com. www.fmliberté.com. Bloquez votre radio et jetez le bouton. 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 Vous êtes sur FM Liberté, la référence en ligne.